Salut les amis, bonjour à toutes et à tous. J'espère sincèrement que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne de News Gaming pour l'épisode 157 de vos news quotidiennes. On s'installe confortablement et on débute l'épisode. Allez les amis, c'est parti. Alors avant de véritablement commencer cet épisode de News Gaming, on va faire le point sur le sondage que j'avais mis en place dans l'onglet communauté juste en dessous concernant la décision de Jim Ryan de prendre sa retraite. J'avais complètement oublié en fait que j'avais mis ce sondage en place. Je suis sincèrement désolé les amis, on va faire le point vite fait dessus parce que vous avez quand même été 96 personnes à voter. C'est pas mal, merci vraiment à ceux qui ont participé. On fait le point rapidement donc. Alors pour 4% seulement, c'est une mauvaise nouvelle le fait que Jim Ryan annonce quitter son poste de président de PlayStation. Et on va y revenir très rapidement. Je m'en fous un peu, en gros, hein, c'est pas si grave que ça. 39%, ça fait une belle moyenne tout de même, et une bonne nouvelle pour la majorité d'entre vous. 57% d'entre vous ont déclaré que c'était une bonne nouvelle, le fait que Jim Ryan ait annoncé son départ. Alors, en gros, hein, les 57% et les 4% peuvent se rejoindre, très clairement, parce que 57% qui disent que c'est une bonne nouvelle, j'imagine que dans ces 57%, il y a bien évidemment aussi des joueurs PlayStation. Et c'est vrai qu'en discutant avec certains d'entre vous dans la zone de commentaires, j'avais remarqué que Jim Ryan avait un petit peu crispé les fans PlayStation. Ça peut se comprendre avec des déclarations, des prises de décision aussi. On le sait par exemple avec le jeu service, direction que semble se diriger PlayStation, choses qui franchement ont pu en gros déplaire, crisper les fans PlayStation. Et si on a seulement 4% qui déclarent que c'est une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'en fait il n'avait pas beaucoup d'appui, ce cher Jim. C'est une mauvaise nouvelle pour lui. Alors entre nous, 96 votants, c'est pas ça qui va changer la décision de Jim Ryan. Il ne connaît même pas l'existence de cette chaîne, mais ça montre bien, en gros, hein, l'impact des déclarations, des prises de parole, des décisions de Jim Ryan sur l'état d'esprit des joueurs PlayStation. Et puis, je pense aussi que là-dedans, il y a aussi des joueurs PC, des joueurs Switch, des joueurs Xbox. Mais c'est tout de même très intéressant de voir que 57%, donc plus de la moyenne d'entre vous, ont déclaré que son départ, sa décision de prendre sa retraite était une bonne nouvelle. Voilà, on met de côté ce sondage que j'avais totalement oublié. Encore une fois, je suis désolé. Et on commence donc l'épisode 57 des News Gaming. Alors les amis, une fois n'est pas coutume, on va débuter cet épisode de News Gaming par 3 mauvaises nouvelles. Je suis désolé, ce ne sera pas une ni deux, mais 3 mauvaises nouvelles. Alors j'ai décidé de les mettre dès le début, comme ça, hop là, on s'en débarrasse et on va passer à quelque chose de bien plus joyeux dans un instant. Mais ces 3 mauvaises nouvelles peuvent vraiment faire grincer des dents. Et surtout, la première, là, qu'on va aborder tout de suite, qui pourrait, pour moi en tout cas, s'apparenter à une sorte de coup de gueule. Coup de gueule, pas forcément envers la société qu'on va parler, mais coup de gueule contre la direction que prend vraiment le jeu vidéo. Vous le savez, on en parle très souvent sur la chaîne, le démat est malheureusement, j'ai envie de dire, en train de devenir la norme dans ce business du jeu vidéo. Moi, ça m'attriste, ça me donne vraiment pas confiance dans le futur du gaming, mais c'est comme ça, on le sait, et c'est en train de prendre une place de plus importante dans le jeu vidéo. On verra ça dans quelques mois, quelques années, vraiment comment ça va se dérouler, mais en tout cas, ça sonne pas très très bon tout ça. En fait, il faut savoir que Nintendo vient tout juste de décider d'arrêter en gros le support de la 3DS et de la Wii U. Alors en soi, c'est pas si grave que ça, parce qu'on le sait, par exemple que la Nintendo Switch actuelle arrive doucement, mais sûrement à la fin de sa carrière, en tout cas de sa vie actuelle. Ça va continuer encore un bon moment, surtout qu'on a appris que Nintendo prévoyait très certainement de faire cohabiter les deux consoles, la Switch actuelle et la future console de Nintendo, en même temps pendant une période plus ou moins longue. Donc elle va continuer à vivre, mais par exemple la 3DS et la Wii U, c'est des consoles relativement anciennes, et donc en gros, entre guillemets, leur fin de vie, ça fait un bon petit moment qu'elles sont passées. Mais tout de même, il y a des joueurs encore qui utilisent ces machines. Nintendo a donc décidé de stopper le support
de ces consoles, c'est une décision lourde de sens qui pourra avoir un impact assez négatif et on va y venir très bientôt. En fait, Nintendo vient tout juste de déclarer, et je cite, à partir d'avril 2024, le jeu en ligne et d'autres fonctionnalités utilisant la communication en ligne ne seront plus disponibles pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U. Cela inclut le jeu coopératif en ligne, les classements sur Internet et la distribution de données. D'autres informations relatives aux badges, vignettes, obtenus dans Nintendo Badge Arcade pour décorer le menu Home de la Nintendo 3DS sont disponibles. Ici, il y a un lien. Il continue la déclaration en disant, et je cite, la date et le déroulement précis de la fin des services en ligne seront annoncés ultérieurement. Notez que si un événement rendant compliqué la continuité des services en ligne pour Nintendo 3DS et Wii U venait à se produire, nous pourrions être amenés à mettre fin à ces services plus tôt que prévu. Nous remercions sincèrement les joueuses et les joueurs d'avoir utilisé les services en ligne pour les logiciels Nintendo 3DS et Wii U pendant si longtemps et les prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Alors, cette prise de parole a le mérite d'être claire et nette. Le jeu en ligne, c'est terminé pour la 3DS et la Wii U. Comme je vous l'ai dit, c'est plus ou moins logique parce que ces consoles sont très clairement en fin de vie. Donc voilà, ça va dans le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Mais ça donne quand même une très belle et forte indication du jeu des maths, la direction que prend le jeu vidéo actuellement. Ça me rassure pas du tout. Parce que les jeux que vous avez achetés en ligne, vous les avez achetés. Alors, en pratique, ils ne vous appartiennent pas. Et là, en fait, on a tout à fait la preuve. Nintendo coupe les services pour la 3DS et la Wii U. Et on le sait, c'est la même chose pour d'autres constructeurs. On l'apprend de temps en temps. Là, donc, ça touche Nintendo qui décide d'arrêter tout simplement ses services pour les jeux de sa console portable, pour les jeux de l'ancienne génération de console, la Wii U, qui était surtout la 3DS, une console ultra populaire. Ceux qui adorent les jeux multijoueurs, c'est fini, c'est terminé. Et j'ai envie de poser la question, finalement, est-ce que c'était pas mieux avant? Alors oui, graphiquement, la technique, c'était beaucoup moins joli que ce qu'on a aujourd'hui. Mais par exemple, Super Mario Kart, alors celui-ci, c'est la version Super Famicom, la Super Nintendo japonaise, mais on pourrait aussi citer F-Zero ici, de la même machine, la Super Nintendo japonaise. On n'a pas besoin de connexion Internet pour pouvoir s'éclater véritablement à ces jeux. Pas de connexion Internet requise, alors qu'aujourd'hui, bien souvent, même les jeux solo demandent une connexion Internet permanente. Alors je le comprends, pour faire des mises à jour, c'est absolument normal d'avoir une connexion Internet, c'est absolument logique. Mais pourquoi avoir besoin d'une connexion Internet en permanence, même pour un jeu solo narratif? Ça n'a pas de sens, c'est pas logique, et malheureusement, quand le jeu arrive, enfin, quand l'éditeur, le développeur ou le constructeur décide tout simplement de fermer les serveurs, même si c'est un jeu solo, vous ne pourrez plus y jouer. Encore moins si c'est un jeu multijoueur. C'est bien dommage, parce que justement, le multijoueur, c'est l'image, vraiment, l'image de la connexion sociale entre joueurs. Il y a plein, des milliers, des millions de joueurs qui jouent les uns avec les autres, mais qui ne se connaissent même pas dans la vraie vie. Si vous coupez ça, vous coupez cette sorte de, entre guillemets, lien social. Et puis même le plaisir de jouer à certains jeux. Bref, c'est une décision qui est, j'ai envie de dire, est malheureusement logique. C'est normal parce que les consoles sont âgées, elles sont terminées, entre guillemets. Nintendo passe à autre chose. D'ailleurs, ils le disent que ce sera à partir d'avril 2024. Et à mon avis, ce sera à peu près à la même période où Nintendo va annoncer sa nouvelle machine. On en reparlera plus tard, mais à mon avis, on ne sera pas très très loin. Donc, ils vont passer en gros au futur. Et ils laissent le passé derrière eux. Mais en laissant le passé derrière eux, ils laissent aussi des milliers de joueurs parce que la Wii U, malgré le fait qu'elle n'a pas eu énormément de succès, je suis sûr qu'il y a quand même pas mal de joueurs encore dessus. La 3DS, on n'en parle même pas, c'est une des consoles qui s'est le plus vendue au monde, avec tellement de jeux multi dessus, c'est vraiment dommage. Euh, En fait, ça va forcer les joueurs, les vrais gamers, à revenir un petit peu dans le rétro. Pourquoi pas faire des parties de Mario Party sur GameCube, par exemple, qui était absolument génial. Mais c'est vrai que ces décisions peuvent être assez légères pour les constructeurs parce que eux, ils voient le futur en fait. C'est sur des décisions, j'ai envie de dire financières, vraiment. Mais pour nous, joueurs,
moi en tout cas, je parle pour moi, c'est un peu plus important que ça, parce que en fait, tout ce qu'il y a derrière moi fonctionne parfaitement. Et je joue souvent à ça. J'ai pas besoin de connexion internet ou quoi que ce soit pour pouvoir y jouer. C'est un énorme avantage. Alors certes, il n'y a pas de Unreal Engine, il n'y a pas de mégapixels dans tous les sens, il n'y a pas de gigahertz, bref, tout ça. Mais je prends un énorme plaisir quand même à jouer à ça. Et le problème, c'est que des jeux d'aujourd'hui, enfin de période contemporaine, avec lesquels j'ai pris énormément de plaisir, je pourrais citer par exemple Uncharted, par exemple sur PlayStation 4, bah, j'ai très peur que dans un futur plus ou moins proche, plus ou moins lointain, bah, ce sera terminé également, parce que Sony un jour va arrêter aussi les supports techniques et le support des jeux de la PS4, c'est sûr et certain. Donc on verra, mais en tout cas, c'est officiel pour la 3DS et la Wii U. C'est absolument terminé. C'est triste, mais c'est comme ça. Deuxième news, les amis, et je vous l'avais dit, deuxième mauvaise nouvelle. Alors attendez, bougez pas, il y en a une troisième qui arrive, mais on va se débarrasser de ça le plus vite possible et revenir à quelque chose de bien plus joyeux. On va parler d'un studio qui rencontre des difficultés et entre nous, j'ai l'impression que c'est même plus important, plus grave que ce qu'on pourrait imaginer. Ce studio de développement est absolument mythique. Ils ont fait des jeux absolument incroyables et ils viennent tout juste de mettre en pause l'un des jeux sur lesquels ils sont en train de travailler et on en a parlé très très récemment sur la chaîne. Ce studio, c'est Naughty Dog. Ils bossaient sur The Last of Us Faction, qui était le multijoueur de The Last of Us. Ce jeu est en pause, il est gelé, comme il a été annoncé. Et c'est une mauvaise nouvelle, et en plus de ça, qui ramène d'autres mauvaises nouvelles, parce qu'il y a du nouveau, en fait, dans cette histoire. Et on va voir ça ensemble, les amis. Vous le savez donc, Naughty Dog était en train de préparer la sortie, ou en tout cas le développement, de The Last of Us Faction. Vous le savez, c'est un jeu multijoueur, et entre nous, c'est pas si facile que ça de faire un jeu multijoueur quand l'ADN du studio, ben, c'est le solo narratif. Alors oui, on est d'accord, Naughty Dog a déjà fait aussi un petit peu de multijoueur, on l'a vu par exemple avec Uncharted. Mais c'est vrai que l'ADN même pur de Naughty Dog, c'est le solo narratif qui d'ailleurs, grâce à leur travail, c'est aussi devenu un petit peu l'ADN de PlayStation et c'est ce qui a fait aussi son immense succès. Basculer du solo narratif vers le multijoueur et même j'ai envie de dire le jeu service, bah, c'est pas si simple que ça. Naughty Dog rencontre d'énormes difficultés concernant le développement de son jeu. Il est en pause, il est gelé, et en fait, il y a beaucoup de doutes parce que Bungie, qui est un grand studio spécialiste, lui, du multijoueur, par exemple, ils ont créé Halo, Destiny, donc rien que ça, déjà, ça parle. En fait, ils ont émis pas mal de doutes concernant la capacité de The Last of Us à retenir les joueurs sur le long terme. C'est vrai que attirer les joueurs, par exemple, grâce à la curiosité, à la hype, c'est relativement facile, entre guillemets. Mais les retenir sur le long terme, surtout concernant un jeu service, bah c'est pas la même chose. Surtout quand on s'appelle Naughty Dog, énorme studio, légendaire, mais qui n'a pas l'habitude de faire ça. Donc c'est très très compliqué. Je pense que Naughty Dog a été mis en difficulté par le président de la maison mère de PlayStation, Jim Ryan. En fait, Jim Ryan, qui vient tout juste d'annoncer sa prise de retraite, c'est lui en fait l'un des grands instigateurs de la nouvelle direction prise par PlayStation, à savoir le jeu service. Et c'est avec cette décision qui a été en gros poussée par Naughty Dog pour pouvoir développer une version multijoueur, jeu service de The Last of Us, The Last of Us Faction. On a appris très récemment qu'une personne du nom de Anders Howard, qui était à l'époque employé chez Epic Games et qui a passé 7 ans chez Epic Games, quand il était chez Epic Games, c'est lui qui s'est occupé du Battle Pass de Fortnite. Donc, on va pas se mentir, au niveau monétisation, la personne est plus que calée, c'est sa spécialité. Cette personne avait été embauchée par Naughty Dog justement pour optimiser ça et pour pouvoir utiliser son savoir-faire dans la monétisation pour The Last of Us Faction. Eh bien, cette personne embauchée en 2022 n'est déjà plus chez Naughty Dog. Il a quitté l'entreprise. Est-ce qu'il y a eu des embrouilles, des points de vue différents? Franchement, je ne sais pas, mais toujours est-il que cette personne relativement importante, parce que la monétisation, c'était vraiment son affaire, ne fait plus partie des locaux de Naughty Dog et pour pouvoir lancer quelque chose de solide concernant la monétisation de The Last of Us Faction, c'est assez compliqué, surtout quand le studio en question n'est pas vraiment spécialiste du genre. Donc le futur en tout cas, de la partie multijoueur, de la partie jeu service de The Last of Us risque d'être assez compromise.
Et quand on sait en plus que la personne, donc comme je disais, qui a poussé vraiment la direction de PlayStation vers le jeu service, bah, c'était Jim Ryan. Il va partir à la retraite, donc bientôt, on le sait, hein, c'est à peu près au début de l'année prochaine. Eh bien, c'est assez compliqué parce qu'on pourrait très bien imaginer que, en gros, hein, Jim Ryan a poussé Naughty Dog également un petit peu dans cette direction. Alors, bien sûr, il ne les a pas menacés, il n'y a pas eu de contraintes. En tout cas, je l'espère, et en tout cas, ça n'a pas été annoncé comme tel, mais il a quand même poussé l'entreprise vers cette direction et il a probablement mis Naughty Dog dans une situation un petit peu inconfortable. Entreprise qui n'est pas habituée du tout à faire ce genre de jeu. On verra bien si le changement de président qui est annoncé donc courant début de l'année prochaine va peut-être un petit peu rabattre les cartes. Est-ce que Sony PlayStation va se rediriger sur ce qu'il sait faire, sur la chose qu'il maîtrise le mieux, le solo narratif. Bien sûr, il y aura toujours du multijoueur, mais on ne sait pas si le jeu service sera définitivement le futur de PlayStation. Peut-être que tout ça, tout ce grand bazar, le changement de direction, va aussi changer un petit peu la direction que PlayStation était en train de prendre, le jeu service. Ils vont revenir à ce qu'ils savent le mieux faire au monde, le solo narratif. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour moi, franchement, oui. Si vraiment c'est le cas, hein, s'ils reprennent un petit peu leur habitude, entre guillemets, s'ils continuent sur le jeu service, il va falloir vraiment s'entourer de bonnes personnes pour pouvoir faire les choses correctement. Même si le jeu service, c'est franchement pas ma tasse de thé, je peux comprendre qu'il y a des fans dessus, ça, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, toutes ces mauvaises nouvelles, ça sent pas très bon, y compris pour PlayStation, mais aussi surtout pour Naughty Dog. Et en plus de ça, l'arrêt pour l'instant, hein, pas annulé, mais en pause de The Last of Us Faction, tout ça, c'est relativement pas bon signe en fait. Allez, troisième news, et comme promis, malheureusement, troisième mauvaise nouvelle. On va se débarrasser de ça rapidement, et surtout, je suis pas à l'aise avec ce sujet. Alors oui, ça parle plus ou moins de jeux vidéo, on va parler d'Ubisoft, voilà, vous voyez un petit peu où je veux en venir, mais c'est pas quelque chose que j'affectionne. Moi, j'aime bien vraiment parler de jeux vidéo, et à la limite même, allez, de business de jeux vidéo. Là, c'est dans le domaine du judiciaire. Alors, je reviens dessus parce que j'avais abordé sur la chaîne, hein, je vous l'avais dit il y a plusieurs fois, que Ubisoft traverse oui, c'est mon chien qui se promène, une période assez compliquée depuis un long moment, déjà au niveau du jeu vidéo, avec par exemple Skull and Bones qui ne cesse d'être repoussé, mais je vous avais dit aussi que pour Ubisoft, apparemment, il commençait un petit peu à sortir la tête de l'eau dans le jeu vidéo, avec par exemple The Crew Motorfest qui a l'air vraiment pas mauvais du tout, avec Assassin's Creed Mirage qui arrive, qui a l'air vraiment pas mauvais du tout également, et puis d'autres jeux, par exemple Star Wars Outlaws, qui sortira bien plus tard, qui a l'air, lui, excellent. Ça, c'est pour la partie JV. Maintenant, il y a un autre domaine, une autre situation pour Ubisoft qui est bien moins joyeuse, c'est le domaine judiciaire. Là, on va parler vraiment gros problème parce que, je vous l'avais dit, Ubisoft traversait une période difficile aussi parce que dans les bureaux, dans les locaux, il y avait vraiment des choses très négatives, avec des choses assez graves, vraiment, des cas de harcèlement moral, d'harcèlement sexuel dans l'entreprise française. Et les choses ont bougé. Alors, on sait déjà qu'en 2020, à l'été 2020, pour être exact, il y avait deux personnes très hautes placées. Serge Asquette, qui était en quelque sorte le directeur créatif d'Ubisoft pendant plus de 20 ans, c'est pas rien, mais aussi Tommy François, vice-président du service éditorial, c'est pas rien aussi comme position, ont été posés à la sortie. Ils ont démissionné de leur poste parce qu'en fait, ils ont commis apparemment, attention, on est avec la justice, il faut prendre de grosses pincettes. Ça va être la seule fois où je vais prononcer ces mots, pincettes, parce que non, je viens de le dire une deuxième fois, bravo. Parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence, et ainsi de suite. Mais en tout cas, ils ont été poussés à la sortie, ils ont démissionné, et là, très récemment, ces derniers jours, ils ont été entendus par la justice, et ils ont été libérés, bien évidemment, mais ils ont été tout de même entendus par la justice pour des actes graves, donc d'harcèlement moral, d'harcèlement sexuel, et surtout pour n'avoir rien fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui est fortement reproché à Ubisoft, c'est que les cols blancs, entendez par là les dirigeants, les directeurs, les différents directeurs, n'ont pas pris de décision importante pour régler cette affaire. En fait, ils cautionnaient même tout ça. C'est assez grave. Alors, est-ce que le président d'Ubisoft, Yves Guillemot, fait partie des personnes qui cautionnaient tout ça? Est-ce que lui aussi a préféré ne rien dire?
Pour l'instant, on ne sait pas, et apparemment, hein, d'après le journal Libération, Yves Guillemot n'a pas encore été entendu par la justice. Donc, on va prendre du recul par rapport à tout ce qui aurait pu être dit par le président d'Ubisoft, mais toujours est-il que la directrice des ressources humaines de l'époque, car elle a démissionné de ses fonctions en juillet 2020, apparemment, elle aurait déclaré à une source que, et je cite, Yves est OK avec un management toxique tant que les résultats de ses managers excèdent leur niveau de toxicité. C'est une phrase très importante et sérieusement très grave. Si vraiment c'est vrai, si c'est avéré, bah ça sent mauvais pour Yves Guillemot. J'espère vraiment pas. Quand on voit un petit peu Ubisoft de l'extérieur, on n'a pas du tout cette impression de management toxique, de toutes ces choses très très néfastes, hein, de harcèlement moral et voire même pire. Maintenant, si la justice s'en mêle, c'est que c'est bien plus sérieux qu'on pouvait l'imaginer. Toutes ces personnes sont petit à petit entendues. On va laisser le temps à la justice. Moi, personnellement, hein, je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose avec lequel je suis franchement à l'aise. Je me devais de revenir dessus parce que ça vient juste de tomber, parce que ça touche Ubisoft, qu'on connaît tous Ubisoft, parce que j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne en disant que l'entreprise traversait une période vraiment compliquée. Et à ce moment-là, je l'avais même dit, hein, pas que dans le domaine du jeu vidéo, au sein même des studios où l'ambiance, apparemment, bah, ça va pas très fort. On apprend tout ça, donc c'est bien pire que ce qu'on pouvait imaginer. Et ça me ramène à autre chose. On l'a vu très très récemment, Ubisoft a conclu un accord très important avec Microsoft pour pouvoir, en gros, hein, gérer le cloud gaming, le streaming des jeux d'Activision quand Microsoft aura terminé l'achat d'Activision Blizzard King. Est-ce que Microsoft n'a pas fait une erreur avec ça? Est-ce que ils se sont pas mis un petit peu dans la mouise, pour pas dire autre chose, en faisant cet accord avec une entreprise qui est mise en lumière, mais d'une façon si négative? Franchement, est-ce que Microsoft ne va pas profiter de la situation faible d'Ubisoft? Parce que c'est sûr et certain, ce genre de choses affaiblit véritablement une entreprise, quelle qu'elle soit. Est-ce que Microsoft ne va pas profiter de la situation pour pouvoir mettre la main sur Ubisoft? Entendez par là un possible rachat. Il y avait des rumeurs ces derniers temps concernant un rachat de Capcom par Ubisoft. Alors le président de Capcom a limite rigolé en disant que non, ça n'arrivera pas, Capcom n'acceptera jamais une chose pareille, et puis entre nous, franchement, j'y crois pas trop, Capcom est en tellement bonne santé financière, en fait, ils n'arrêtent pas de faire record sur record au niveau financier, que je les vois pas céder facilement à un rachat, même si le rachat est effectué par Microsoft. Franchement, j'y crois pas. Maintenant, Ubisoft, c'est fort probable. Et d'ailleurs, alors je vais pas être fier de tout ça parce que moi je pense toujours aux personnes qui travaillent dans les sociétés et c'est assez triste, mais tout de même j'ai entre guillemets une petite fierté parce que je vous avais annoncé ça il y a déjà pas mal de temps sur la chaîne. Je vous avais dit que il est possible que Ubisoft puisse tomber dans la poche de tel ou tel constructeur. Dans l'idée, moi je pense à Microsoft parce que c'est les plus puissants, c'est les plus riches. Alors, il peut y avoir deux lectures. Soit Microsoft s'est mis très clairement dans une galère monstre en confiant donc cette partie du streaming, du cloud gaming à Ubisoft qui est en train de traverser une période vraiment difficile et ça ne vient que de commencer. Est-ce que ça va chambouler la hiérarchie, le président qui pourrait changer d'Ubisoft, qui pourrait aussi lui être amené à démissionner, comme ça a été le cas pour d'autres cols blancs d'Ubisoft? Est-ce que Microsoft va regarder ça un peu de loin, se mettre à l'écart? Est-ce qu'ils vont revoir même leur contrat? Il peut très bien y avoir d'autres sociétés qui peuvent faire la même chose, ce à quoi Ubisoft était prévu de faire avec le cloud gaming d'Activision. Hein. Microsoft peut très bien casser le contrat pour non-respect de telle ou telle chose, de l'éthique par exemple, et proposer le même deal à une autre société. Ou est-ce que Microsoft va profiter de la situation qui, je pense, va s'affaiblir d'Ubisoft pour pouvoir les récupérer, les manger? C'est possible aussi. Alors on verra comment ça va se passer. Je ne sais pas si cette... Bon, je pense que oui, hein, très clairement. Que cette affaire-là de justice a été traitée par d'autres chaînes, d'autres youtubeurs ou même hein, des sites internet tout simplement. Je pense très clairement que oui, vu la gravité. Donc le contraire m'étonnerait. Mais est-ce que certains ont pensé à cette vision de Microsoft qui pourrait un petit peu évoluer concernant ce deal hein, du streaming d'Activision avec Ubi? Ça, je ne sais pas. Moi, c'est ce à quoi j'ai pensé tout de suite
directement. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu pour Ubisoft, pour Microsoft. Est-ce que vous voyez un petit peu le vent tourner comme moi pour Ubi? Et peut-être, pourquoi pas, un changement de stratégie de la part de Microsoft concernant ces affaires. En tout cas, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a aucune déclaration de Microsoft concernant tout ça. Après tout, je vois pas pourquoi ils déclareraient quelque chose. C'est vraiment propre à Ubisoft. Et en plus, maintenant, ça touche la justice. Donc, je pense qu'ils vont rester un petit peu à l'écart. Mais à mon avis, ils surveillent quand même ça d'assez près. Ouf, c'est terminé. Je vous l'avais promis. 3 news, 3 mauvaises nouvelles. Hop là, c'est derrière nous. On oublie ça ou pas. On verra dans un futur. En tout cas, je préférais surtout parler de Naughty Dog qu'Ubisoft. Ça n'engage que moi. Mais on verra dans le futur. En tout cas, pour l'instant, on laisse ça de côté et on va venir à notre passion commune, le jeu vidéo, les amis. Et on va parler jeux vidéo. C'est tout. Avec un trailer qui a été dévoilé très très récemment par un studio polonais qui nous revient avec le jeu qui a été présenté en 2020. Après une longue période de silence, ils reviennent donc avec un trailer plutôt sympa d'un jeu, en gros, un thriller science-fiction qui me rappelle énormément les films de science-fiction des années 60-70. C'est tellement rétro-futuriste avec ces robots, vous allez le voir, avec ces combinaisons spatiales qui font furieusement penser les films de ces années-là. Le jeu semble vraiment intéressant, qui est développé par Star Wars Industries. Et d'ailleurs, un petit rappel, ce studio polonais a été fondé par d'anciens développeurs de CD Projekt. Donc, normalement, au niveau qualité, ça devrait le faire. Le jeu vous place dans la peau d'un personnage, un scientifique, qui se dirige vers la planète Régis 3 pour une mission de sauvetage. Ce titre s'appelle The Invincible. Il sera disponible le 6 novembre prochain. Il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Il sortira sur PC, PS5, Xbox Series. Moi, j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus. À un mois de sa sortie, ce trailer, franchement, donne envie. Alors, il y a un petit peu de gameplay, il y a aussi de la cinématique, mais ça transpire bon la nostalgie avec cette DA assez particulière et ça donne véritablement envie d'en savoir plus. J'ai vraiment hâte, le 6 novembre prochain, donc The Invincible, qui sortira sur PC, PS5 et sur Xbox Series, la X comme la S. Si vous jouez sur console Xbox et que vous êtes fan de la série Forza, il n'y a plus beaucoup de temps à attendre. Le 10 octobre prochain sortira Forza Motorsport, qui franchement s'annonce plutôt pas mal du tout, d'après les premiers retours qu'il y a sur Internet. Alors, le jeu n'est pas exempt de tout défaut, ça c'est clair et net. De toute façon, rares sont les jeux qui n'ont aucun défaut. Mais en tout cas, il est bourré de qualité, avec déjà une qualité graphique à tomber. C'est absolument magnifique, avec du ray tracing, même si parfois il semblerait que ce soit un petit peu trop exagéré. Mais n'empêche que c'est absolument magnifique. La jouabilité semble vraiment très bonne. Le son également, bref. Le jeu est bourré de qualité. Au moment de sa sortie, il aura 20 circuits, plus de 500 voitures, la météo dynamique, bref, que du bon. Et cette vidéo de lancement, vraiment, ça sent très très bon. On verra un petit peu quand il sortira officiellement, le 10 octobre, pour pouvoir se faire notre propre idée. Mais c'est vrai que pour les fans de belles voitures, et quand on voit ces images, il y a vraiment de très très jolies voitures, et dans tous les styles, de la Formule 1, d'ailleurs on en voit à l'écran, d'autres voitures de course, avec le Forza Motorsport donc qui arrive, qui est le pendant simulation entre guillemets, parce que ce n'est pas une vraie grande simulation, ce n'est pas un Assetto Corsa par exemple, mais c'est quand même le pendant simulation de Forza Horizon qui lui est très largement fun, arcade, en monde ouvert. Là non, c'est du circuit pur et dur, il va falloir étudier ses trajectoires et ses freinages pour arriver à quelque chose de propre et accomplir les campagnes, accomplir les victoires. En tout cas, ça semble très très bon, avec une gestion de la dynamique des pneus qui semble assez poussée, et au niveau sensation, ça semble être plutôt pas mauvais. Le 10 octobre, Forza Motorsport. En juin 2022, un jeu a été annoncé sur PC et on ne savait pas à l'époque s'il sortirait aussi sur console. Eh bien, c'est officiel, The Alter sortira sur PS5 et Xbox Series. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Et au passage, j'ai clairement l'impression qu'en ce moment, l'espace, c'est un petit peu à la mode, parce que The Alter se passe dans l'espace, sur une planète lointaine. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne idée qui sort aussi sur console, parce que le jeu semble vraiment bon. Alors déjà, sa DA, son graphisme semble excellent, vraiment. C'est assez particulier, mais ça semble vraiment bon.
Et surtout, le scénario et le gameplay a l'air particulièrement intéressant. Je vais vous expliquer ça, les amis. En fait, vous êtes dans la peau de ce personnage qui s'appelle Jan Dolski, qui est un homme quelque peu banal, ordinaire, sur une planète très lointaine. Cette personne a la faculté de pouvoir fabriquer des haltères, d'où le nom du jeu, des haltères, des avatars, qui vont l'aider dans ses tâches. Pour pouvoir fabriquer ces haltères, il a besoin de récolter des cristaux de rapidium sur la planète où il est. Et heureusement qu'il peut avoir des haltères parce qu'il est obligé de construire une base qui est mobile, qu'on voit à l'écran. Et elle est mobile et c'est une bonne chose aussi parce qu'il va falloir la déplacer tout le temps. En fait, le jeu est un jeu de survie et aussi une course contre la montre, une course pour la vie parce qu'il y a un ennemi ultra puissant sur la planète, c'est le soleil. Les rayons du soleil sont proprement mortels, destructeurs pour la base, destructeurs pour lui et les haltères. Du coup, il est obligé de bouger continuellement tout en récoltant les ressources, la nourriture, faire évoluer la base pour pouvoir faire face aux contraintes de la planète. Bref, le gameplay, en tout cas l'idée, le scénario semble plutôt intéressant. On le voit à l'écran graphiquement, ça a l'air plutôt très très propre. Quand je vois les visages des personnages, tout ça, franchement, c'est plutôt sympa. J'ai vraiment hâte. Mais il va falloir sûrement attendre un bon petit moment parce que le jeu a été annoncé en 2022 sur PC. Maintenant, il est confirmé sur console. Mais malheureusement, on n'a toujours pas de date de sortie définitive du jeu, ne serait-ce qu'une fenêtre de sortie. On ne sait pas. Moi, perso, j'attends avec impatience. Il a tout l'air d'être un bon petit jeu, une bonne petite pépite, comme on l'appelle. En tout cas, j'ai hâte. The Alter est donc confirmé sur PC, mais aussi sur console PS5 et sur Xbox. S'il y a un jeu cette année qui a surpris, qui a étonné tout le monde sur Xbox, c'est bien Hi-Fi Rush. J'ai eu la chance de le faire, j'ai adoré. L'ambiance est folle, c'est bourré d'action, de fun, c'est coloré, ça bouge de partout et c'est super bien fait, vraiment. Si vous êtes sur Xbox et que vous ne l'avez pas encore fait, je ne peux que vous le conseiller. Vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Et en plus de ça, si on pense à la société qui a développé ce jeu, Tango Gameworks, eh bien en fait c'est un tour de force parce que le studio est plutôt habitué, spécialiste des jeux d'horreur, et passé de The Evil Within parce que c'est l'œuvre de Tango Gameworks à Hi-Fi Rush, franchement c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer. Changer totalement de style peut même avoir un impact négatif sur les développeurs qui ne savent pas trop comment faire. Et à ce titre, finalement, on a vu, ils ont vraiment géré le truc de main de maître. Ça leur a même peut-être donné des idées pour un futur, peut-être, s'éloigner un peu du jeu d'horreur, pourquoi pas. En tout cas, on verra ça bien plus tard. Mais toujours est-il que les développeurs ont répondu à des questions lors d'un interview avec une prise de parole très intéressante qui montre un petit peu l'état d'esprit justement du studio de développement au moment d'entamer le travail sur Hi-Fi Rush que vous voyez à l'écran avec une déclaration que je cite. Je n'ai pas vraiment créé l'équipe. Je me suis contenté des personnes qui étaient disponibles. Et toutes les personnes disponibles n'avaient littéralement aucune expérience dans la création d'un jeu comme celui-ci. Ce n'était donc pas du genre, je vais avoir besoin de lui et de lui, parce qu'ils savent comment faire ceci et cela, et qu'ils vont y arriver. C'était plutôt, voilà ce que nous voulons faire, et tout le monde s'est dit, mais je n'ai aucune idée de comment faire ça. La plupart des premières réactions ont été, nous ne savons pas comment faire, c'est totalement impossible. On le voit dans cette déclaration qu'il y a eu beaucoup de maux de tête au sein de Tango Gameworks au moment de débuter le travail sur Hi-Fi Rush, parce que oui, le studio est des spécialistes dans le jeu d'horreur, et passer du jeu d'horreur à quelque chose de totalement différent. Alors ils auraient pu faire un jeu plus ou moins ressemblant, une sorte de thriller, où la maîtrise aurait été bien plus facile, mais passer par exemple de The Evil Within à Hi-Fi Rush, oui, ça aurait pu être vraiment très compliqué, à ne pas douter que ça a été un petit peu compliqué par moment, j'en suis sûr et certain, et d'ailleurs les développeurs ont carrément déclaré que c'est totalement impossible. Eh bien, on a la preuve à l'écran qu'ils ont réussi, et de fort belle manière, ils ont vraiment bien maîtrisé le sujet, et d'ailleurs, ça leur a donné des petites idées peut-être pour un futur. En tout cas, ce jeu a prouvé une chose, c'est qu'ils sont capables de faire autre chose que du jeu d'horreur, et à ce titre, ils ont continué avec une déclaration que je cite. La réaction positive est que je pense que Hi-Fi Rush a fait ce que nous voulions, c'est-à-dire montrer que nous n'étions pas seulement un studio capable de faire des jeux d'horreur. En regardant vers l'avenir, je pense que si nous pouvons faire quelque chose comme ça, nous sommes maintenant un studio qui est très malléable pour n'importe quel projet que je pense pouvoir prendre en charge. Et pour montrer que nous pouvons le faire, si nous le faisons, nous y mettons les efforts nécessaires. Nous ne contentons pas d'essayer.
j'aime à penser que nous avons finalement atteint notre objectif de ne pas être catalogué dans un seul style. Yuji Nakamura, qui est dans la direction de Tango Gameworks, a déclaré, et je cite, « Tout le monde ici a maintenant acquis l'expérience de la création d'un jeu qui n'est pas un jeu d'horreur, ce qui signifie que nous pouvons créer d'autres genres. » Ça, c'est très important parce que pour l'instant, on ne sait pas vers quoi se tourne et travaille Tango Gameworks. Il y a une grosse rumeur qui dit qu'ils sont en train de travailler sur une suite à Ghostwire Tokyo. Ce sera très probablement pour l'année 2024. On verra, mais peut-être que les plans ont changé ou peut-être qu'ils vont changer parce que c'est vrai que le savoir-faire acquis dans le développement de Hi-Fi Rush, et je pense aussi le fun que ça leur a apporté, leur ont donné des idées pour pouvoir développer autre chose ressemblant à Hi-Fi Rush ou totalement différent. On pourrait très bien voir du jeu d'aventure, pourquoi pas un jeu de course automobile. Bref, en gros, il n'y a pas de limite. On sait très bien que les développeurs sont des personnes ultra créatives qui débordent énormément d'imagination. Et c'est vrai que quand on est spécialiste d'un genre, par exemple l'aventure, la course automobile, là pour Tango Gameworks, c'est le jeu d'horreur, faire quelque chose de très différent peut être un petit peu stressant au début, ça peut faire peur parce que c'est un style qu'on ne maîtrise pas, c'est un genre qu'on ne connaît pas. Faire quelque chose de totalement différent alors que ça fait des années qu'on est spécialiste dans son propre style, ça peut être un petit peu perturbant. On l'a vu avec la première déclaration, avec des mots assez forts, comme quoi ça allait être totalement impossible. Eh bien, c'est visiblement le cas, qu'ils l'ont fait. Rien n'est impossible, en fait, il suffit juste de se donner les moyens. Tango Gameworks l'a parfaitement prouvé avec un Hi-Fi Rush vraiment excellent, digne d'un double A. C'était la belle surprise de cette année sur Xbox. Je répète, si vous ne l'avez pas fait, foncez, vous n'allez pas le regretter. C'est du très bon travail. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode de News Gaming. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Alors oui, il y avait des choses qui n'étaient pas géniales, je suis désolé. C'est malheureusement comme ça. Et puis on est sûr et certain, ça va encore revenir dans un futur plus ou moins proche. Mais tout de même, il y avait des choses beaucoup plus joyeuses, plus dans l'idée jeux vidéo. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à balancer tous les pouces que vous pouvez balancer, à partager en masse. Sincèrement, merci d'avance parce que ça aide énormément la chaîne. Et puis les commentaires, c'est même plus la peine de le dire. J'adore parler avec vous, échanger avec vous. Ça permet aussi de mieux apprendre à vous connaître et puis de voir un petit peu vos goûts en termes de jeux vidéo. C'est vraiment toujours super intéressant et je vous remercie vraiment à chaque fois de la participation dans les commentaires, de vos commentaires vraiment chaleureux. Ça me fait vraiment plaisir, ça me va droit au cœur et ça me motive, ça me donne beaucoup de force pour pouvoir continuer. Donc les amis, vraiment, merci. Vous êtes vraiment au top. J'espère que vous allez passer une bonne journée. N'oubliez pas de vous amuser. Vous savez, je le dis toujours, mais c'est tellement vrai, c'est tellement important de s'amuser. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de News Gaming. Les amis, bonne journée à tous. Allez, bye bye.